Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce mardi au palais de la présidence Sa Majesté Nonon Krouchi IV. Le roi d'Enzima Adouvle Soye de Tiapoum était accompagné de la reine-mère, de la notabilité et des élus et cadres de Tiapoum. Vous l'avez certainement constaté, plusieurs localités ivoiriennes ont été touchées ce mardi par une coupure du courant électrique. Cet incident qui a causé des désagréments est la conséquence de sérieuses perturbations intervenues sur le réseau. Et puis, à la surprise générale, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, la femme la plus en vue du gouvernement de Donald Trump, a annoncé ce mardi sa démission. Elle assure ne pas vouloir se présenter contre le président américain aux prochaines élections. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu, je vous le disais tantôt, ce mardi au palais de la présidence, Sa Majesté Nonon Krouchi IV, le roi d'Enzima Adouvle Soye de Tiapoum, était accompagné à cette audience de la reine-mère, de la notabilité, des élus et cadres de Tiapoum. Les explications de Patricia Omouetia. Sa Majesté Nonon Krouchi IV, roi d'Enzima Adouvle Soye de Tiapoum, accompagné de la reine-mère, de la notabilité, des élus et des cadres de Tiapoum. Cette audience a été sollicitée par le roi en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple Adouvle Soye pour sa participation aux obsèques de feu Sa Majesté Nonon Krouchi III et pour toutes les réalisations effectuées à Tiapoum et dans la région du Sud Comoé, notamment le lancement des travaux de bitumage de l'axe Tiapoum, frontière du Ghana. Le chef de l'État avait à ses côtés ses collaborateurs issus de la région du Sud Comoé, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano et le ministre de la Santé Akaoulé Eugène. Je vous fais lecture de ce télégramme du président de la République, Alassane Ouattara, au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Monsieur Joseph Kabila, pour poursuivre. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec réel plaisir que j'ai appris l'attribution ce 5 octobre 2018 du prix Nobel de la paix à votre compatriote, le célèbre médecin gynécologue Denis Mukwege. En cette heureuse circonstance, je m'associe à votre Excellence et à l'ensemble du peuple congolais pour célébrer cette distinction qui honore au-delà de votre pays tout le continent africain. Je voudrais également vous prier de bien vouloir transmettre aux lauréats mes chaleureuses félicitations. Ce prix bien mérité témoigne de la reconnaissance de la communauté internationale pour les actions qu'il mène sans relâche depuis de nombreuses années contre les violences sexuelles. Puisse cette prestigieuse distinction contribuer à une réelle prise de conscience au niveau mondial du drame que vivent les nombreuses victimes de ce fléau. Très haute et fraternelle considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui justement a pris part ce mardi à la 4e conférence sur l'éducation en Afrique, conférence qui s'est tenue autour du thème « Changement de paradigme, construire les futures compétences et les nouvelles perspectives à travers l'éducation ». Et c'est avec Awa Touré qu'on en parle. La 4e conférence annuelle de l'Institut Afrique-Amérique se tient à Abidjan, une première en Afrique francophone. Cette réunion de haut niveau va faire un état des lieux de l'éducation sur le continent en vue de changer de paradigme, construire les futures compétences et de nouvelles perspectives. Il s'agit de promouvoir l'innovation et trouver des solutions permettant de créer un enseignement supérieur de qualité, l'objectif étant d'avoir une main-d'œuvre compétitive à l'échelle mondiale pour l'Afrique. S'il est vrai, mesdames et messieurs, que la population la plus jeune du monde se trouve en Afrique, avec 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, que les jeunes représentent 60% des chômeurs du continent, on peut affirmer que les systèmes éducatifs de la plupart des États africains ne répondent plus aux besoins de nos populations. Pour que l'Afrique puisse décoller pleinement dans le domaine de l'éducation, voire du développement, il est donc impératif d'opérer un changement de paradigme
et de dégager de nouvelles perspectives. C'est avec cette synergie des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être que les jeunes Africains pourront acquérir des compétences conformes aux standards internationaux et devenir compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous avons l'intime conviction qu'en tant qu'organisation, nous devons nous consacrer surtout aux sujets qui sont au cœur de l'éducation. Le premièrement, c'est le rôle de l'enseignement supérieur pour pouvoir préparer les parcours d'accès, n'est-ce pas, à la carrière pour les jeunes. Deuxièmement, nous pensons qu'en plus de l'éducation, le fait de vous outiller et de vous préparer pour des carrières constitue le meilleur moyen de permettre aux personnes de tirer parti du monde dans lequel ils vivent. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a participé au programme de bourse de l'Institut Afrique-Amérique, a dit sa joie d'accueillir à Abidjan cette 4e conférence sur l'éducation en Afrique. Il y a un peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire, et qui est partagé avec l'ensemble des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays. Cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité, dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail, de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. Pendant 2 jours, les panélistes vont partager leurs visions et des idées novatrices pour un enseignement supérieur compétitif et efficace. Rappelons que le président Alassane Ouattara a reçu en 2012 le prix d'excellence de l'Institut Afrique-Amérique pour son leadership. Vous avez dû le constater, plusieurs localités ivoiriennes ont été touchées ce mardi par une coupure du courant électrique. Cet incident qui a causé des désagréments et la conséquence de sérieuses perturbations intervenues donc sur le réseau. Je vous propose à cet effet d'écouter les explications du directeur général de la compagnie CIE, Dominique Kakou. Il est au micro de Lanciné Bakayoko. Ce mardi 9 octobre 2018, à 13h42, le réseau électrique ivoirien a enregistré un manque de tension dans plusieurs postes sources d'Abidjan et de l'intérieur du pays, suite au déclenchement de groupes de production thermique d'Abidjan. Les premières analyses de l'incident indiquent qu'un défaut sur le réseau haute tension a provoqué le déclenchement de l'ensemble des groupes thermiques d'Abidjan en service, conduisant à un important déficit de production de 484 MW, ayant pour conséquence une interruption de la fourniture d'électricité dans plusieurs localités de l'intérieur du pays et à Abidjan. Les premiers clients ont été réalimentés à 14h11 et la reprise s'est poursuivie de manière progressive pour prendre fin à 17h19.
la compagnie ivoirienne d'électricité présente ses excuses pour le désagrément occasionné et tient à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour assurer la continuité de service. Voilà les explications donc du directeur général de la CIE. La centrale hydroélectrique de Sengrobo-Aoti est annoncée pour bientôt. Les travaux qui vont durer 36 mois ont officiellement démarré. Le programme de construction a été lancé. C'était en présence du ministre du Pétrole et de l'Énergie. Plus de 20 000 foyers seront alimentés en électricité par la nouvelle centrale hydroélectrique de Sengrobo-Aoti dans la zone de Tahabo. Après une analyse profonde de plusieurs sites équipables sur les fleuves du pays et du constat fait que le travail à faire était le même en tant que procédure, nous avons opté pour le site de Sengrobo, qui est un site moyen, qui présentait certains avantages comparatifs, tels qu'un lac de Tek avec Kossou et Tabo, une facilité d'accès par l'autoroute du Nord et une proximité du réseau électrique haute tension. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de production énergétique. Il s'agit de faire grimper la part du renouvelable à 42% à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le parc national avoisine les 2000 MW. Le ministre en charge de l'énergie, Thierry Tano, encourage la prise en compte des populations locales dans la phase de réalisation de la centrale électrique. Ce projet va permettre l'électrification rurale de 11 villages. Il va fournir 1200 emplois directs et indirects en phase de construction. Et j'encourage vraiment les promoteurs et les bailleurs à faire en sorte que le maximum de retombées soit possible pour les populations. La construction de la centrale hydroélectrique de Sengrobo-Aoti est prévue pour s'achever en 2022. Le projet d'une capacité installée de 44 MW va globalement coûter 92 milliards de francs CFA. L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique. Sujet au cœur d'une rencontre internationale, ici même à Abidjan. Pendant 2 jours, et bien, cette rencontre a réuni experts ivoiriens et français. On en parle avec Sephora Zegui et Salimatou Dia. Un colloque international sur la qualité de l'enseignement supérieur se tient à Abidjan. Les acteurs et partenaires de ce projet veulent renforcer la qualité des formations et assurer l'insertion professionnelle des étudiants. En Côte d'Ivoire, la France, partenaire du système éducatif, promet la création d'une plateforme dédiée à la formation des jeunes. L'ambassade de France porte avec le gouvernement ivoirien le projet de création d'un hub pour l'éducation à vocation régionale. Ce hub permettra de développer l'offre de formation ivoirienne d'excellence en mettant à disposition l'expertise française au sein des établissements de formation et d'enseignement supérieur. Ce qu'on constate par ailleurs dans le C2D, c'est qu'effectivement, il y a des enjeux d'équipement, il y a aussi des enjeux de mise en place réellement de la réforme à l'MD pour qu'il y ait une meilleure qualité des apprentissages, une meilleure évaluation des apprentissages, plus de temps aussi via le numérique pour que les étudiants aient du temps pour travailler, avoir un temps personnel de formation. Cette première rencontre d'experts nationaux et internationaux en assurance qualité vise à faire l'état des lieux des initiatives continentales en la matière. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur est en pleine mutation au niveau de l'assurance qualité. Le défi à relever, l'instauration de cellules internes d'assurance qualité dans chaque établissement d'enseignement supérieur. L'assurance qualité est basée sur la confiance et la reconnaissance des diplômes et des grades. Donc il est important qu'il n'y ait pas de frontières entre pays et que nous ayons les mêmes pratiques. L'Agence française de développement et le ministère de tutelle, organisant ce colloque international, veulent accélérer la qualité de l'enseignement supérieur et développer les compétences techniques et professionnelles des étudiants ivoiriens et africains. On parle santé à présent. Une caravane sillonne depuis lundi dernier les communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'une 4e caravane de sensibilisation contre les médicaments contrefaits. L'action va s'étendre cette fois aux villes de l'intérieur, à savoir Bouaké, Divo et Daloa. Salimatou Dia. Toxiques, mortels, près de 100 000 décès par an en Afrique sont liés à la consommation des médicaments contrefaits, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. La sonnette d'alarme est à nouveau tirée par les spécialistes de la santé.
Une campagne itinérante est lancée en vue de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux médicaments de la rue et à l'adoption de bons réflexes en cas de douleur. Notre rôle, c'est de contribuer, de collaborer avec les autorités pour combattre ce fléau. Parce que la vraie perte, c'est quoi? C'est la santé des patients. C'est vrai qu'il y a un préjudice financier, mais quand vous perdez une vie n'a pas de prix. L'engagement de Sanofi, c'est un engagement auprès du patient, mais également auprès des autorités qui ont pour rôle, encore une fois, d'améliorer la santé globale au niveau d'un pays. Le trafic de faux médicaments, 20 fois plus lucratif que celui de la drogue, serait en augmentation en Afrique de l'Ouest. Environ 385 tonnes de faux produits pharmaceutiques et de médicaments ont été saisis ces 2 dernières années en Côte d'Ivoire. Une perte pour l'État estimée à 50 milliards de francs CFA par an. Pour le ministère de tutelle, le combat se poursuit. Le Cotramed est une plateforme que le ministère a mis en place pour pouvoir lutter contre les médicaments illicites. Et je crois qu'il y a un combat qui est mené. Il y a des saisies qui sont faites tous les jours. La police, la douane, tout le monde vraiment est engagé pour pouvoir vaincre cette pandémie. Le gouvernement est en train de prendre les mesures pour que la destruction de Roxy puisse être effective. Durant 8 jours, la caravane Gémal, ça suffit, conseillera les populations des 10 communes d'Abidjan, de Boaké, de Daloa et de Divo sur le sujet qui tue 700 000 personnes dans le monde par an. Le collectif des organisations professionnelles de la filière EVA a organisé vendredi 5 octobre une conférence de presse. C'était à la Maison de la Presse au Plateau, au cœur des échanges, les difficultés du secteur. C'est avec Nadia Edja et Lanciné Bakayoko. Avec la mise en place du Fonds de développement de l'EVA en 2010, la production annuelle de caoutchouc sec est passée de 280 000 tonnes dans les années 2009 à 603 000 tonnes en 2017, soit une croissance d'environ 20% par an. Mais ce bond n'est pas sans conséquence quand on sait que le caoutchouc ivoirien est manufacturé sur place avec une capacité d'usinage d'environ 500 000 tonnes par an. Nous sommes aujourd'hui soumis à notre propre réussite. Il y a un excédent de VA qui se retrouve sur le marché qui ne peut pas être manufacturé. La solution était d'exporter des fonds de tasse. Et cette exportation connaît des problèmes. Les armateurs de bateaux refusent aujourd'hui d'exporter ces fonds de tasse parce que c'est l'eau contenue dans ces fonds de tasse détériore leurs bateaux. Pour absorber l'excédent et résoudre le problème, de nouvelles méthodes de conditionnement ont été adoptées pour les conteneurs. Le quota d'exportation sera ainsi revu à la hausse pour atteindre les 30 000 tonnes par mois au lieu des 10 000 prévus initialement. Mais pour le collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA, il est impératif de trouver une solution durable. Cette exportation ne doit pas être la norme. La norme, c'est que nous puissions produire, nous puissions transformer tout notre caoutchouc en Côte d'Ivoire. Et nous lançons un appel à l'État de faciliter l'installation des nouvelles usines en Côte d'Ivoire dans les différentes zones véhicoles. Il y a 18 zones véhicoles, il y a plus de la moitié de ces zones qui n'ont pas d'usine. Pour rappel, la mévente du caoutchouc dure depuis environ 3 mois. Des startups africaines primées en marge de la 4e édition du Land of African Business. Elles vont bénéficier, ces startups, de financement pour développer leurs projets. Les lauréates ont été décelés lors des Refins Awards 2018. Justine Duquet. 3 prix décernés à la faveur des African Roofing Awards ARA 2018. Le prix de l'entrepreneuriat féminin remporté par la start-up malgache Manzer Partazer. Le prix de l'agriculture innovante Agritech par la start-up sénégalaise Baïsédou et le grand prix de cette édition 2018 à la start-up togolaise Relica. Relica, c'est non seulement de réduire la problématique de monnaie, mais c'est également de centraliser les reliquats. Et ces reliquats sont utilisés comment? Ces reliquats sont utilisés pour financer des startups. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir voir comment donc exporter cette solution-là au-delà des frontières togolaises, donc pour pouvoir servir l'ensemble des pays de la sous-région. Nous développons une solution de comptabilité simplifiée pour les commerçants de l'informel. L'idée, c'est de les amener à se structurer petit à petit pour devenir des entreprises qui participent vraiment à l'économie du pays. Sur les 30 candidats sélectionnés pour la grande finale, ces 3 lauréats se sont démarqués sur 5 critères, dont celui de l'innovation et de la pertinence du projet pour la population. En guise de récompense, ils reçoivent
Un accompagnement d'1 an et des chèques d'environ 2 millions de francs CFA offerts par les différents partenaires. Moi, ce que je retiens en premier lieu, c'est cet engouement, cette présence en force des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est encore une fois la qualité des projets. C'est incroyable. Nous avons rencontré pas mal de jeunes entrepreneurs qui ont fait preuve de beaucoup de travail, de persévérance, de qualité de travail et qui nous ont enchantés par leurs projets. Les haras ont été organisés dans le cadre du forum Land of African Business. Ce concours vise à mettre en lumière les meilleures start-up d'Afrique afin de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du continent. Élections locales 2018 en Côte d'Ivoire. Le scrutin est prévu pour le 13 octobre prochain. Pour l'heure, eh bien, les campagnes battent leur plein et sur le terrain, les observateurs se forment justement pour une bonne observation. C'est ce que nous disent Olivier Riebi et Alexis Ouedraogo. Pour les municipales et régionales 2018, la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance initie un programme de formation à l'intention des jeunes. 400 observateurs, 70 moniteurs, 18 superviseurs et 45 opérateurs de saisie, observateurs des violences électorales, auront pour mission d'accompagner le processus électoral couplé. Aucun observateur ne doit être déployé sur le terrain sans avoir été renforcé sur un certain nombre d'éléments de base liés au principe de l'observation électorale. Une bonne connaissance du processus électoral, les étapes du processus électoral, les normes et standards internationaux en matière d'observation électorale, mais également l'agencement institutionnel. Quelles sont les instances parties prenantes essentielles au processus électoral en Côte d'Ivoire? La plateforme bénéficie de l'appui technique et financier de l'Institut Gorée du Sénégal et du PNUD. Pour Salimata Porqué, l'initiative entend entretenir le climat de confiance et d'apaisement entre les parties prenantes du processus électoral. Les élections, ce n'est pas palabre comme on le dit. Quand on va aux élections, c'est vraiment avec joie qu'on doit aller à des élections. La Côte d'Ivoire a suffisamment souffert des difficultés, c'est-à-dire des crises. Nous ne voulons plus de crise en Côte d'Ivoire. Les élections couplées du 13 octobre prochain prennent en compte 88 listes de candidatures pour les régionales, 684 pour les municipales. Quelques 6 498 215 électeurs iront aux urnes dans les 10 464 centres électoraux et 20 219 bureaux de vote. Et à 4 jours seulement de ces élections locales couplées, eh bien, le Burida appelle les candidats à payer leurs droits d'auteur. On en parle avec Guillaume Zéré et Pargassoro Kone. L'utilisation en public des œuvres de l'esprit est payante. Cette règle, la directrice générale du Burida tient ici à la rappeler à tous les candidats des municipales et régionales dont la campagne est rythmée des sons, des chansons des artistes locaux pour la plupart. Le droit de propriété littéraire et artistique qui protège les œuvres des artistes dit simplement que lorsque publiquement quelqu'un veut utiliser une œuvre de l'esprit, qu'elle soit sur un support qu'il a acquis, par exemple un CD qu'il a acheté, un film qu'il a loué, ou même un artiste qu'il a engagé, auquel il paye, n'est-ce pas, un cachet, cette personne responsable donc de la diffusion sollicite une autorisation des titulaires de droits sur l'œuvre ou de leur maison de gestion collective. Pour ces joutes électorales, jusqu'à ce jour, sur des centaines de candidats en lice, ce ne sont que 20 qui se sont acquittés de cette redevance fixée entre 150 000 et 600 000 francs CFA en fonction de la circonscription électorale. Comment s'acquitter de sa redevance? La redevance droit d'auteur, on peut la donner à un candidat si ce candidat plaide, n'est-ce pas, peut-être certaines conditions que nous analysons et qui peut favoriser peut-être la délivrance de cette autorisation à des conditions les meilleures, à des conditions qui peuvent même aller jusqu'à ne rien payer peut-être. Mais l'œuvre que cet artiste délivre, à laquelle il a contribué par sa création, par son interprétation ou par sa production, cet artiste, il n'est pas seul.
sont plusieurs titulaires de droit. Et ce droit d'auteur est payé, il sera réparti à tous les titulaires de droit, y compris celui qui a déjà perçu son cachet. Dans l'intérêt des artistes dont la redevance constitue le salaire, la première responsable de la Maison des artistes en appelle à l'esprit citoyen des candidats. Voilà, élection locale couplée en Côte d'Ivoire, le Burida appelle donc les candidats à payer le droit des auteurs qui du reste sont très sollicités en cette période. Toujours dans la même veine, naissance d'un réseau dit des cœurs maternels pour la paix. C'est que la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, veut prendre une part active dans la consolidation de la cohésion sociale dans le pays. Bientôt, un projet pour la promotion de la culture et de la paix en Côte d'Ivoire. Le réseau des cœurs maternels pour la paix. C'est une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale à la faveur des 26 ans de l'organisation. C'est un réseau qui vient de naître et qui va pour nous représenter un atout important dans la mesure où lorsque la femme qui est mère, qui est épouse, prend la parole pour parler de paix, tout le monde écoute. Plusieurs associations féminines, des chefs traditionnels et religieux ont pris part à cette célébration au cours de laquelle des hommes et des femmes ont été élevés au rang d'ambassadeurs de la paix par le président de la Fédération de la paix universelle. La présidente nationale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, Madame Hélène Yesso, a relevé le rôle important que joue la femme dans la construction de la paix depuis la cellule familiale. Notre objectif est de faire en sorte que nous puissions user de notre cœur maternel, de ces qualités naturelles que nous avons en nous, pour faire en sorte que l'harmonie puisse régner dans la société, en commençant par notre propre famille. En Côte d'Ivoire, la Fédération a mené déjà plusieurs actions, dont la sensibilisation des jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Elle a également pris une part active dans la lutte contre l'insalubrité à travers l'opération Grand Ménage. La naissance du réseau des cœurs maternels pour la paix à quelques jours des élections locales du 13 octobre prochain interpelle les politiques sur la nécessité d'aller à un scrutin apaisé. Et à la surprise générale, je vous le disais en titre, elle a annoncé sa démission. L'ambassadrice des Nations Unies, des États-Unis, donc aux Nations Unies, Nikki Haley, la femme la plus en vue du gouvernement Trump, a décidé de faire ses valises. Elle rassure toutefois, elle ne se présentera pas contre le président américain en 2020. Et on poursuit notre voyage à travers l'actualité internationale, à commencer par le Cameroun. Maurice Kamto, l'un des principaux candidats à la présidentielle du dimanche 7 octobre dernier au Cameroun, a revendiqué à Yaoundé sa victoire face au président sortant Paul Biya. Ancien ministre délégué à la justice, Maurice Kamto, 64 ans, est président du mouvement de la Renaissance du Cameroun. 2 jours avant le scrutin, un autre opposant, Akere Mouna, avait retiré sa candidature en sa faveur en vue de barrer la route à Paul Biya. Les résultats de l'élection n'ont pas été encore rendus publics. Le Conseil constitutionnel a 2 semaines pour les proclamer. Le président turc Recep Tayyip Erdogan attend toujours les résultats de l'enquête sur la disparition du journaliste saoudien après que plusieurs sources aient affirmé qu'il ait été tué au consulat de son pays à Istanbul, chose que Riyad dément. Mais le président se garde de donner du crédit à ces informations. Informations sur l'assassinat de ce journaliste de renom, critique du pouvoir de Riyad et qui travaillait notamment pour le quotidien américain Washington Post. Brett Kavanaugh a officiellement prêté serment. Après sa confirmation par le Sénat samedi, le juge s'est dit déterminé à servir la Cour suprême et le pays de manière non partisane. Au cours de la cérémonie, le président américain s'est excusé au nom de la nation auprès du juge et de sa famille pour les douleurs endurées pendant son procès de confirmation. À 53 ans, il siégera dès ce mardi au sein de la plus haute instance judiciaire du pays. Commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.